Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée aux défis écologiques. Le dossier du jour s'intéressera à la déforestation et nous ferons bien évidemment un point sur la COP21 qui se tient actuellement en région parisienne. En France, l'Afrique attend en effet beaucoup de cette grande conférence mondiale sur le climat. Et au sommaire également de cette émission, élection dès le premier tour de Roch Marc-Christian Kaboré au scrutin présidentiel du Burkina Faso. Quelles devront être ses priorités? Nous en débattrons au cours de cette émission. Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA ce mardi 1er décembre. Focus dans cette émission sur les efforts fournis en Guinée équatoriale, notamment pour lutter contre cette maladie. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes. Jean-Marie Butomont. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tout le monde. Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et Jean-François Akanji-Kombe. Jean-François, bienvenue. Bonsoir Amira, et puis une fois n'est pas coutume, bonne fête à tous les Centrafricains qui nous regardent. Oui, bonne fête à eux. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Avec un peu plus de 53% des voix, Roch Marc-Christian Kaboré a remporté l'élection présidentielle du Burkina Faso dès le premier tour. Son principal rival, Zéphirin Diabré, a quant à lui obtenu un peu plus de 21% des suffrages. Retour sur les priorités nationales et régionales de celui qui se veut l'homme du consensus avec ce sujet de Zahra Mohamed Moutiou. Roch Marc-Christian Kaboré, élu président du Burkina Faso, selon l'annonce de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ce mardi 1er décembre 2015. Élu avec 53,49% des voix, Roch Marc-Christian Kaboré a tenu à s'adresser à la nation dès l'annonce des résultats. Mes premiers sentiments sont des sentiments de reconnaissance pour l'honneur qui m'est fait pour exercer cette fonction exaltante dont je mesure par ailleurs le poids de la charge. Ils étaient 14 à la conquête de la magistrature suprême burkinabé. Pour les candidats vaincus, c'est un sentiment de fair-play qui domine, comme en témoigne son principal rival durant la campagne présidentielle. Je n'ai aucune raison de douter de la sincérité des résultats ainsi publiés. J'en prends acte et j'ai tenu à adresser de vive voix à M. Roch Marc-Christian Kaboré toutes mes félicitations. De grands défis attendent le nouveau président du pays des hommes intègres. Le nouveau chef d'État burkinabé a 5 ans devant lui pour accomplir les grandes lignes de son programme. Dans notre programme politique, nous le disons très clairement, notre priorité sera de construire des écoles. Si nous voulons le développement de notre pays, nous devons investir dans le capital humain. Je vous invite donc à envoyer vos enfants à l'école, sinon vous hypothéquiez leur avenir. C'est pour cela que nous allons détruire toutes les écoles sous paillotes et en construire de nouvelles. Il reste à savoir si le président élu obtiendra la majorité au Parlement pour gouverner. Les résultats officiels de l'élection présidentielle seront proclamés dans les prochains jours. Jean-François, est-ce qu'on peut parler d'une élection réussie, un taux de participation largement convenable et même des adversaires qui reconnaissent la victoire du président récemment élu? Ah oui, c'est une élection, ce sont des élections qui sont au-delà de la réussite. Hein. Il y a les éléments que vous évoquez, Amira, mais il y a aussi en amont. Tout cela a été préparé par une transition qui a tenu ses promesses, qui a tenu la route, avec des risques qui ont été heureusement maîtrisés, et puis des élections qui débouchent sur l'ambiance simplement que nous avons vu dans le reportage, c'est-à-dire un lendemain de proclamation de résultats, le candidat peut circuler dans la rue, il est accueilli comme le nouveau chef de l'État, son adversaire immédiat lui envoie immédiatement ses félicitations dès qu'il connaît les résultats. Je pense qu'on peut pas rêver mieux comme exercice démocratique pour l'Afrique. On a assez dit que le Burkina Faso était un exemple, on ne va pas le répéter trop souvent pour nos amis. Ils ont à avancer comme nous tous nous avons à avancer. Mais en tout cas, c'est un élément très réjouissant. Je resterai sur les réjouissances pour cette fois-ci. Il y a d'autres éléments, mais bon.
On aura peut-être le temps de les évoquer, Jean-François. Moi, je vais le répéter, hein. Désolé Jean-François, mais c'est vrai que le Burkina Faso fait véritablement figure d'exemple pour le continent. Oui, je vais dans ce sens, Amira, également. Le Burkina Faso fait figure d'exemple. Quand on sait effectivement les risques, et ça a été rapidement brossé par Jean-François, donc aujourd'hui, on ne peut que se réjouir. J'utilise ce mot à nouveau, puisque c'est vraiment l'expression démocratique là, et le principal challenger qui félicite le victorieux, c'est vraiment rare en Afrique, et de temps en temps, on a quand même envie de voir ce type d'image. Juste pour finir, je dirais aussi que véritablement, c'est tout le peuple burkinabé qui a gagné, et féliciter la CENI, bien entendu, puisque c'est une annonce. L'annonce a été faite en un temps record, hein, oui. Ce qui a permis, comme l'expression que j'utilise, c'est couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui seraient tentés de poser problème par rapport à ces résultats. C'est une très bonne stratégie. Je pense que d'autres commissions électorales dans d'autres pays devraient se servir de cet exemple. Oui, Jean-Marie, peut-être rebondir sur ce système de compilage des voix qui est un peu inédit au Burkina Faso et qui est clairement une réussite. Hein. Je trouve que pour moi, c'est une réussite, Amira. Je me réjouirais comme mes camarades sur le plateau, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on a un exemple de démocratie, c'est-à-dire apaiser et exercer comme il faut en Afrique. Il me souvient que sur ce plateau, je ferai un parallèle avec ce nous avons vu avec l'élection de la Namibie. Si vous voulez, la Namibie, ça a été de la biométrie complète et totale, et on a eu les résultats dans un temps record. Et ce que je trouve ici, là, c'est que le camp, d'après ce que j'ai lu ici, là, à gauche, à droite, le camp du vainqueur a été très, très organisé. Eux, ils avaient même déjà les résultats des élections avant, comment dirais-je, que la CENI les proclame. Tout simplement pourquoi ? Parce que le président qui avait une expérience, le président élu qui avait déjà une expérience du pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a maillé tout le territoire, si vous voulez, de ses représentants. En tout, ils étaient à peu près 909 000. Donc, ce qui fait qu'à chaque fin de comptage des bulletins de vote, ils appelaient, si vous voulez, l'état-major principal et ils communiquaient, si vous voulez, les résultats. Donc, il n'y avait pas possibilité de pouvoir tricher. Donc, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne démarche. Bon, nous n'allons pas le répéter, si vous voulez, incessamment, mais c'est vraiment quelque chose qui est... répété, hein. On félicite le Burkina Faso. On félicite vraiment le pays des hommes intègres. Alors, Jean-François, très rapidement, M. Kaboré a rompu définitivement avec le régime de Blaise Compaoré. Seulement 10 mois avant qu'il soit chassé du pouvoir, comment expliquer qu'avec son passif au CDP, il ait réussi à incarner le renouveau, le changement ? Vous me posez une question qui m'interroge depuis que j'ai appris cette nouvelle, depuis hier soir. Pour moi, ces élections sont de l'ordre de la surprise à deux égards. D'abord parce que tout le monde pouvait s'attendre à aller au deuxième tour. Il y avait deux candidats tout à fait malheureux. Et puis, le deuxième, c'est celui-là. C'est que la révolution burkinabé, qui était plutôt tranchante, plutôt intègre, plutôt radicale, plus exactement, est produit ce résultat-là de quelqu'un qui est sorti de l'ancien système, mais qui a basculé dans l'opposition, bien sûr, et puis surtout de quelqu'un qui est décrit plutôt comme une personne consensuel, qui connaît très très bien les rouages, y compris de l'Afrique de l'Ouest, qui connaît tous les chefs d'État, etc. Mais peut-être que c'est un pari. D'abord, c'est le résultat de vote, donc on n'a rien à en dire, c'est très bien. Et puis, peut-être que les Burkinabés ont voulu aussi faire le pari d'un pouvoir apaisé après une période qui a quand même été difficile. Hein. Et puis, il a dû capitaliser en partie aussi sur le fait qu'il avait, je crois, des partisans dans les deux camps, c'est-à-dire à la fois dans l'opposition et puis dans le camp de son ancien parti. Et puis il a très bien joué par rapport aux autres. Et le 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Bien que les décès liés à cette maladie ont enregistré un net recul ces dernières années, certains pays restent encore trop touchés. Les efforts pour éradiquer le VIH-Sida en 2030 restent encore nombreux à fournir. Alioune Guindo. Le 1er décembre 2015, 27e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Selon l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le VIH-Sida, la maladie touchait en 2014 36,9 millions d'individus, dont 70% d'entre eux vivent en Afrique. Les pays africains figurent parmi ceux pour lesquels la recherche contre le VIH-Sida est la plus avancée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 11 millions de séropositifs en Afrique bénéficient d'un traitement antirétroviral et le nombre d'affections à l'international a baissé de 35% depuis 2000.
Les dirigeants de la planète se sont tous engagés à venir au bout du sida d'ici à 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable qu'ils ont adoptés en septembre. Cet engagement illustre le pouvoir de la solidarité qui a su faire naître d'un mal destructeur un des mouvements les plus fédérateurs de l'histoire moderne. Le siège de l'ONU SIDA sera dans les prochains mois délocalisé à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Un signe fort, preuve des efforts menés par le gouvernement équato-guinéen en matière de lutte contre le virus, notamment avec la gratuité des soins pour les séropositifs. Le président a été parmi les premiers à décider de la gratuité pour les malades. Aujourd'hui, nous voyons une baisse considérable donc, dans les nouvelles infections. On est aussi capable bientôt de dire qu'on pourra peut-être contrôler l'épidémie en Guinée équatoriale. Mais aujourd'hui, ces deux accords, c'est pour moi un moment de joie, parce qu'un accord de siège, ce n'est pas tous les jours qu'on l'a. La 27e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est également l'occasion pour l'agence onusienne et les pays engagés dans la lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine de revenir sur l'importance du financement des recherches en vue d'éradiquer cette maladie d'ici à 2030, comme prévu dans les objectifs de développement durable convenus en septembre 2015 lors de la conférence des chefs d'État des Nations Unies. Alors, de belles performances en termes de lutte contre le sida, mais MSF a mis en lumière un problème de taille qui sape manifestement tous les efforts des pays africains pour éradiquer le VIH-Sida. C'est la rupture de stock des antirétroviraux provoquée par un système défaillant de distribution des médicaments. C'est le cas notamment en RDC, en Afrique du Sud et même au Mozambique. Daouda. Oui, ce problème d'accès aux médicaments est un grand problème, effectivement, auquel il faut trouver une réponse. On parle d'accès, mais en termes de logistique, hein, parce que ces antirétroviraux, il faut le répéter, ils sont gratuits, oui. Mais ils ne sont pas dans les hôpitaux, dans les cliniques. Oui, justement, mais ça fait partie un peu de l'accès, effectivement, c'est-à-dire que faire en sorte d'avoir un circuit de distribution fluide jusque dans les pays me semble quand même fondamental si on veut lutter contre la maladie et ça pose problème, mais à ce niveau-là c'est aussi au gouvernement, au chef d'État, hein. Donc quand une organisation comme l'ONU-SIDA soutient la lutte contre le VIH, il faudrait aussi de manière complémentaire que les États puissent, en tout cas à l'échelle nationale, à l'échelle locale, garantir l'organisation logistique nécessaire pour permettre d'avoir les médicaments au bon endroit et au bon moment. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas véritablement donner la responsabilité aux organismes internationaux. Pour moi, c'est au niveau des États, en collaboration avec ceux qui offrent ces médicaments, de pouvoir permettre l'accès à tous ceux qui en ont besoin. Et j'espère que ça se limite à un taux faible dans les pays, parce que voilà, d'importants efforts sont faits ces dernières années pour contenir la maladie, et c'est une bonne chose. Alors Jean-Marie, la lutte contre le VIH-Sida passe bien évidemment par la gratuité des soins, mais aussi par des campagnes de sensibilisation importantes auprès des populations. Tout à fait, Amira, comme vous le rappelez, c'est une problématique qui nous touche, nous, les Africains en premier. Il ne faut pas que nous oublions, l'Afrique est le continent le plus infecté par le sida. Vous avez entre 23 et 26 millions de personnes qui sont infectées. Quand vous regardez le reste des continents, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe, vous en êtes, comment dirais-je, vous divisez le chiffre par 10. Donc ça voudrait dire quoi? Avec des disparités, mais moi je parle globalement au niveau continental, au niveau de chaque continent, c'est nous qui sommes les plus touchés. Donc, quand on parle de problème de logistique, cette logistique-là, elle est à peaufiner. Et c'est dire qu'à la base, Daoud a parlé tout à l'heure des organisations internationales. Ces organisations internationales, à la base, connaissent les pays, comment dirais-je, africains. Quelles sont les capacités logistiques que nous avons en place? Donc, il faudrait peut-être penser ça en amont, c'est-à-dire pas seulement mettre à la disposition, parce que moi, il me souvient que, je pense que Jean-François dirait la même chose, il me souvient que quand j'étais petit au Cameroun, vous étiez quoi? Vous avez, si vous voulez, le colonisateur qui venait nous vacciner dans les écoles, avec, si vous voulez, toute une batterie d'assistance logistique qui était là. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons, vous avez à l'époque, si vous voulez, un certain type de maladie qui était le paludisme, qui était, comment dirais-je, la typhoïde, la polio et tout ce qui s'ensuit. Donc, maintenant, dès l'instant que nous avons eu cette expérience passée-là et que nous savons que l'Afrique, si vous voulez, manque de capacité logistique, il faudrait quand même
peut-être qu'en amont, les décisions qui sont prises, non seulement la mise à disposition des rétroviraux qui est gratuite, et il faudrait penser aux moyens logistiques, parce que les moyens logistiques en Afrique, nous ne les avons pas. Alors Jean-François, là où le bas blesse également, c'est au niveau du dépistage. Comment contraindre les populations à aller se faire dépister? Pourquoi ne pas inciter les médecins généralistes à proposer automatiquement le dépistage à leurs patients? Alors, la réponse a été donnée en partie tout à l'heure, enfin de façon elliptique, par mon ami Jean-Marie, qui a rappelé que nous sommes les anciens autour de ce plateau et que nous avons connu tout ce système-là. Mais le système que Jean-Marie évoque, c'est un système de vaccination obligatoire de toute la population. On sait faire. On sait faire. Et puis, juste pour finir, puisque je n'ai plus de temps, par rapport à mes amis qui ont tout dit, moi je serais un peu plus radical. Pourquoi ne pas parler de la question de la fabrication des médicaments de l'industrie pharmaceutique en Afrique, dans les pays, le rapprochement de la base, ce qui pose aujourd'hui d'énormes problèmes, parce que précisément l'industrie pharmaceutique mondiale s'y oppose. Si on rapprochait, si on le faisait dans les pays, je pense qu'on résoudrait une grande partie de ces problèmes de logistique. L'Afrique du Sud s'en a un peu dispensée, parce que l'Afrique du Sud, justement, sur ces interdictions-là, bon, il y a eu quand même un mouvement des États africains à un certain moment, dont l'Afrique du Sud est devenue leader dessus, pour dire que nous fabriquons les rétroviraux pour les Africains, que quels que soient, si vous voulez, les brevets internationaux, il faudrait bien qu'on arrive là. Qui reste pourtant l'un des pays les plus intensifier, touchés. Oui, il faudrait intensifier. Oui. RDC, par exemple, ça serait bien. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.